Quelle riposte après l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël. Téhéran menace d'une réponse encore plus forte en cas, je cite, de comportement imprudent d'Israël. Accueillons ce soir l'ambassadrice d'Israël en France, Alona Fischer-Kam. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau, en direct sur LCI. Plus de 300 drones et missiles ont été lancés par Téhéran contre Israël, la plupart interceptés. Il y a un blessé grave. Est-ce que le gouvernement israélien va riposter? Et si oui, comment? Tout d'abord, comme vous l'avez bien dit, ce qui s'est passé hier, c'est quelque chose d'inouï et sans précédence. Israël a été fait attaquer par plus que 300 drones et missiles. Et je ne connais aucun pays qui aurait accepté une chose pareille, une attaque pareille. Donc, bien sûr que la première chose qu'on veut faire, c'est trouver un moyen de riposter, un moyen d'envoyer un message très très clair, mais en même temps sans une escalade, parce que pour nous, nous ferons le maximum pour éviter toute escalade. Donc, d'un côté, on laisse la porte ouverte, on exclut aucune possibilité, et par contre, nous voudrions être prudents. Nous voudrions voir et calculer bien notre comportement et notre riposte, parce que pour nous, nous voudrions vraiment limiter ce conflit et éviter tout embrasement régional. Israël n'exclut aucune option, vous le dites ce soir, et Benny Gantz, le ministre membre du cabinet de guerre israélien, dit que l'Iran paiera en temps voulu. On sent votre prudence. Parmi les options, est-ce que Israël pourrait viser des sites nucléaires iraniens? Je préfère ne pas élaborer sur cette question. C'est pas par hasard que nos leaders politiques et dirigeants militaires aussi préfèrent ne rien commenter sur la riposte israélienne, quand et comment. Et nous connaissons bien la position des États-Unis. Nous calculons, nous avons un dialogue avec les États-Unis, et donc je suis sûre qu'on va prendre tout en considération. Mais en même temps, il faut laisser la porte ouverte à toutes sortes de ripostes. Mais de nouveau, l'idée de ne pas cibler des civils, et comme l'Iran a essayé de faire hier. Et il y avait plus qu'un seul blessé, il y avait quelques dizaines de blessés, mais c'est vrai, il y avait une blessée grave, qui était une fillette de 7 ans, d'origine arabe, bédouine. Comment va-t-elle? Donc il épargne... on lutte pour sa vie, et donc... Pour l'Iran, tous les moyens sont légitimes. Si je vous suis bien, Madame l'ambassadrice, vous dites que vous discutez avec les Américains qui, comme Israël, a peur d'une escalade, d'un embrasement du Proche-Orient. Et est-ce que ça veut dire qu'après les discussions entre Joe Biden et Netanyahou, qu'Israël ne mènerait pas de riposte militaire de grande ampleur contre l'avis américain? Je ne peux pas les dire, mais je dis qu'on prend toutes les considérations, on prend bien sûr en considération. Donc on verra ce qui va se passer. Et je ne sais pas si ça va être immédiat, ça va pas être immédiat, et quelle manière cette riposte va avoir. Vraiment, tout est vraiment très très ouvert. Mais vraiment, pour nous, le plus important, c'est limiter le conflit. Personne n'a intérêt à ce que la situation s'aggrave encore plus. Téhéran a menacé Israël une nouvelle fois d'une réponse encore plus forte en cas de comportement imprudent d'Israël. C'est ce que dit le président iranien. Il dit, je le cite, « La punition de l'agresseur s'est réalisée. Si le régime sioniste ou ses partisans font preuve d'un comportement imprudent, ils recevront une réponse décisive et bien plus forte. » Est-ce que vous redoutez une autre attaque de l'Iran? Redoutons... Non, mais nous sommes en alerte. On s'apprête bien sûr à tout scénario. Vous avez bien dit qu'il y a personne qui veut une escalade. Je crois qu'il y a personne sauf un seul acteur qui est l'Iran, et peut-être le Hamas aussi. Mais l'Iran sûrement a un intérêt d'escalade. On l'a vu avec ce qui s'est passé hier.
Et ce qui s'est passé hier, c'est pas une chose qui est arrivée une seule fois. C'est vraiment, bien sûr, c'est inouï, c'est sans précédent, mais ça représente une escalade qui dure depuis des années et des années, quand l'Iran joue un rôle très très négatif comme un facteur de déstabilisation dans cette région, pas seulement contre Israël, mais contre d'autres pays aussi, des pays dans la région, et aussi les intérêts du monde occidental aussi. Hier, il y a eu ces scènes de liesse que le gouvernement iranien a voulu mettre en avant dans les rues de Téhéran après les attaques de l'Iran. On a vu ces personnes qui se sont rassemblées. Il y a eu ces cris également au Parlement iranien. Est-ce qu'on peut les écouter ? C'est de l'intimidation ? Oui, ce sont des scènes malheureusement que nous avons déjà vues. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de spontané. Tout est à régler par le gouvernement, par le régime. Israël n'a rien contre la population iranienne. Tout au contraire, il y a beaucoup de solidarité entre les Israéliens et les Iraniens. Le peuple iranien. Le problème que nous avons, c'est avec le régime, et je dirais même plus, c'est le régime qui a un problème avec Israël. C'est pas Israël qui a un problème avec le régime. Le régime iranien est très très loin de notre frontière. C'est pourquoi ils ont créé ces proxys comme le Hezbollah, comme Hamas, pour qu'ils puissent menacer Israël de ses frontières. Eux, ils sont beaucoup plus loin. On n'a pas de conflit politique avec eux. C'est seulement une stratégie venant de la part des dirigeants du régime, pas du peuple, pas de l'État, du régime iranien contre Israël. Cette volonté de la destruction d'Israël, qui est même pas une stratégie, c'est une obsession, c'est presque la raison d'être du régime. Sans cette haine, sans cette volonté de mettre fin à l'existence d'Israël, apparemment, ce régime n'a pas de droit d'exister. C'est vraiment ça la raison d'être de ce régime. Oui, de la propagande iranienne pour cacher le fait que le régime est contesté par son peuple. On suit depuis des mois la révolte iranienne du peuple dans les rues. La base aérienne de Nevatim dans le Negev a été touchée lors de l'attaque iranienne la nuit dernière. Est-ce que pour vous c'est une preuve de la vulnérabilité d'Israël, même si la grande majorité des missiles et des drones ont été interceptés ? Israël toujours se sentait vulnérable. On l'avait vu le 7 octobre, peut-être même plus qu'hier. Comment Israël, un petit pays, est entouré par des pays arabes et surtout par des entités, par des organisations et quelques États qui veulent mettre fin à son existence, que ce soit Hamas dans le sud, que ce soit Hezbollah dans le nord, ou que ce soit l'Iran un peu plus loin et à l'est. Donc cette sensation de vulnérabilité existe toujours en Israël. Et depuis le 7 octobre, plus que jamais. Donc oui, et en même temps, on est très très fiers et on a confiance de notre technologie. Et le système de défense aérienne qui a pu intercepter plus que 99% des projectiles, des injectiles, et qu'on sait depuis le début qu'il n'y a jamais une défense hermétique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Jamais une défense hermétique. Cela dit, nous sommes aussi, et nous pensons que notre défense, cette fois-ci, a été soutenue aussi par la communauté internationale. Oui. Et ça, c'est très important, y compris la France. Et la première chose que notre Premier ministre a fait hier, c'est remercier la contribution importante des États-Unis, tout d'abord, mais d'autres pays aussi, y compris la France, qui ont bien compris qu'une attaque contre Israël, c'est une attaque contre le monde occidental, contre les valeurs. Et c'est le droit d'Israël et le devoir d'Israël à se défendre. Et dans ce moment crucial de l'existence d'Israël,
tout le monde occidental doit soutenir Israël d'une manière ou autre. Justement, est-ce que vous savez quel rôle précis a joué la France dans la défense d'Israël? Je ne rentre pas dans les détails du rôle de la France, mais je crois que le fait que le Premier ministre a remercié la France, et ça veut dire que la France a joué un rôle important, un rôle très positif. Et il ne s'agit pas seulement de défendre Israël dans le sens physique, mais aussi en envoyant des messages avant la crise vers l'Iran, en condamnant l'Iran après l'attaque. Donc il y a cette sensation en Israël qu'on n'est pas seul. Et notre lutte, notre combat, c'est aussi le combat du monde occidental. Nous avons eu la même sensation le 7 octobre. Et nous avons la même sensation ici. Oui, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a remercié la France et a dit qu'elle disposait d'une très bonne technologie d'avions et de radars. Je sais qu'ils ont contribué à patrouiller l'espace aérien. Au chapitre des menaces, Madame l'ambassadrice, beaucoup d'experts disent que l'Iran est sur le point ou a peut-être déjà l'arme atomique. Certains disent même qu'elle peut fabriquer une bombe en quelques jours. Est-ce que vous avez peur que Téhéran utilise un jour une arme nucléaire contre Israël qu'elle ne reconnaît pas en tant qu'État? Bon, malheureusement, ce qu'on avait vu hier, c'est que l'Iran est prête à utiliser toutes les capacités militaires qu'elle a. Donc ça, c'est important, parce que pendant des années, on nous a dit bon, ils veulent avoir une bombe atomique, mais ils ne le vont jamais utiliser, de même que des missiles, ils comprennent qu'Israël va riposter. Eh bien, on a vu que sur les preuves, sur le terrain, ils utilisent les capacités militaires qu'ils ont. Donc c'est plutôt une question de volonté qu'une question de capacité. Et maintenant, le danger de l'Iran va au-delà de la question de la bombe atomique. C'est une question de facteurs de déstabilisation dans la région. Et ce n'est pas seulement contre Israël, c'est dans toute la région. Et les accords d'Abraham est aussi suite à cette menace. Et c'est l'histoire de la bombe atomique. C'est aussi une question qu'Israël, depuis des années, a parlé des missiles. Et d'une manière ou autre, il a été ignoré. Donc, je crois que maintenant, il y a une conscience du danger des missiles que l'Iran a. Donc, ça, c'est aussi un sujet. Et il y a un autre sujet qui est l'utilisation des proxys pour attaquer Israël. Parce que c'est ce qu'on a vu jusqu'hier, que l'Iran était, disons, derrière les coulisses. Oui. Et c'était clair pour eux de manipuler les autres, de jouer avec les autres et d'attaquer Israël à travers des proxys, que ce soit le Hamas, le 7 octobre, que ce soit du Nord, à travers Hezbollah, que ce soit des attaques venant de l'Irak ou des Houthis, ce qu'on avait vu dernièrement, voilà, on l'a vu dernièrement. Allié de l'Iran. Mais que l'Iran même était plus réticent à attaquer Israël, sachant qu'elle devra payer un prix. C'est ce qu'on avait hier. Bon, on avait vu une attaque massive venant de l'Iran et directement. Donc le danger de l'Iran, le danger de la bombe atomique n'a pas commencé hier et ça va au-delà de la question de la bombe nucléaire. Donc c'est si même sans la bombe nucléaire, on peut voir la capacité de nuisance que l'Iran a, on peut imaginer ce qui va se passer le jour après. Et qu'est-ce que vous redoutez le plus, justement? Est-ce que c'est une autre attaque de l'Iran ou une attaque venant du Hezbollah libanais, frontalier avec Israël? Tout. Le Liban. Tout, parce que le Hezbollah, au fin de compte, c'est l'Iran. Et le Hezbollah a ses propres capacités militaires, et qui sont très, très importantes. Et c'est aussi une menace contre Israël. Et il y a ici deux éléments. Il y a l'élément de volonté, il y a l'élément de capacité. Et c'est ce qu'on voit dans le cas de l'Iran et on voit dans le cas de Hezbollah, qu'il y ait une capacité ou des capacités, mais il y a aussi une volonté. C'est un peu comme le Hamas, mais le Hamas est plus faible et a moins de capacités vraiment de nuisance. Par contre, ce qu'on avait vécu le 7 octobre, c'est quelque chose, c'est des atrocités inouïes. Qui a traumatisé les Israéliens. Absolument. Et qu'Israël est toujours sous le trauma de 7 octobre, parlant par exemple de cette vulnérabilité.
Mais justement, ce soir, dans quel état d'esprit est la société israélienne ? Je dirais d'un côté très inquiet parce que le conflit avec l'Iran n'a pas commencé hier. C'est quelque chose qui dure depuis des années, et voire des décennies. Et ça ne va pas terminer après ce qui s'est passé hier. Donc, d'un côté, il y a cette inquiétude. De l'autre côté, je crois qu'il y a un consensus, mais un vrai consensus dans la société israélienne, qu'il faut vraiment changer la réalité sécuritaire dans laquelle Israël vit depuis le 7 octobre. Et sur ce point-là, il y a une sorte de consensus. Il faut bien se rappeler qu'il y a encore plus de 100 000 Israéliens qui se sont déplacés du sud et du nord et d'Israël, qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils ne se sentent pas sûrs, et avec le Hezbollah au nord et avec le Hamas au sud. Et c'est ce qu'on avait vu hier soir, parce qu'on avait dit, c'était une attaque contre des cibles militaires. Il y avait plus qu'1 million, 2 millions des Israéliens qui étaient sous l'abri, aussi dans le nord d'Israël, dans le sud d'Israël et autour de Jérusalem. Donc il y a cette inquiétude, il y a une lassitude, mais en même temps il y a vraiment une détermination très forte, et cette sensation que c'est une guerre de survie. C'est une vraie guerre de survie, c'est une guerre qui nous a été imposée. C'est pas une guerre que nous avons choisie, ni contre l'Iran, ni contre le Hamas, et ni contre le Hezbollah. Et sur cette question-là, il y a un consensus en Israël. Est-ce qu'il y a un durcissement de la société israélienne, même au sein de l'aile gauche des Israéliens, qui veulent peut-être une réponse militaire après l'attaque de l'Iran hier ? Je ne sais pas, je m'imagine que la société est surtout inquiète. Pour nous, le plus important, c'est la défense de notre société, de notre population. Et dans ce point-là, je crois que nous pouvons regarder ce qui s'est passé hier avec beaucoup de fierté, parce qu'au fin de compte, notre gouvernement et notre armée a pu défendre à la population. Et là, c'est très très important. Ce qui va se passer après, on verra. Mais oui, il y a une sorte de lassitude, il y a une forte sensation qu'il faut faire quelque chose pour changer cette ambiance dans laquelle Israël vit depuis déjà des mois et des mois. Je ne parle pas seulement d'une riposte contre l'Iran, c'est un aspect, je parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Mais pour nous, les Israéliens, l'Iran est derrière la coulisse, que ce soit à travers le Hezbollah, à travers le Houthi, à travers l'Irak, et de Yémen, de Hamas, c'est toujours l'Iran qui est là. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que la sécurité d'Israël serait aussi garantie si le peuple palestinien avait son propre État ? Je crois que nous ne sommes pas là. Vous avez parlé de la vulnérabilité, vous avez parlé du trauma. Et dans cette sensation-là, il n'y a aucune place de parler ou de négocier. Il faut tout d'abord, mais vraiment tout d'abord, mettre fin à l'existence du Hamas comme régime, et bien sûr comme un groupe terroriste. Après ça, les portes sont ouvertes. On peut négocier, on peut parler, on peut voir le jour après et l'avenir. Mais pensez à l'avenir. Pendant une guerre imposée sur Israël, quand les terroristes du Hamas sont toujours là, je crois que ce sera pas responsable. Et c'est pas du tout efficace, pas du tout utile. Tout d'abord, il faut mettre fin au Hamas et il faut libérer les otages. Justement, le Mossad affirme que le Hamas a rejeté le projet de trêve et l'accuse d'exploiter les tensions avec l'Iran. Quel espoir, justement, pour les otages qui sont encore entre les mains du Hamas et de ses groupes armés ? Oui, une fois de plus, le Hamas a rejeté la proposition venant des Qataris et des Égyptiens, une proposition qui a été acceptée par Israël, malgré le prix qu'Israël doit payer et dans cet échange. Mais pour nous, le plus important, c'est libérer les otages. Nous avons
nous sommes prêts à payer ce prix. Comme vous l'avez dit, ça a été rejeté une fois de plus. Je dirais que l'autre trêve qui a mené au premier deal a été aussi interrompue par le Hamas. C'est un groupe terroriste très difficile à négocier avec, et c'est un groupe terroriste qui joue un jeu de torture psychologique. C'est un jeu psychologique, vraiment. Et vous pouvez penser aux familles, à 133 familles, qui n'ont aucune nouvelle de leur sort, de leurs proches, s'ils sont vivants, ils sont en vie, ils ne sont pas en vie, en quelle situation, en quelles conditions. Les témoignages qui arrivent des otages qui ont été libérés sont affreux. On parle des atrocités, des tortures physiques, on parle des viols des femmes et des hommes. Donc, vraiment, c'est une situation insupportable, vraiment insupportable pour les familles. 133 otages qui sont encore entre les mains du Hamas. Merci Alona Fischer-Kam, ambassadrice d'Israël en France, d'avoir été notre invitée en direct sur LCI.